Et voici le sommaire de votre magazine d'information. Le sujet d'ouverture après la pause Tabaski, une très longue année scolaire au Sénégal. Il n'y a presque pas de vacances pour les élèves. Les parents appréhendent la situation avec philosophie. Invité, le journaliste Massamba Tiané de la radio-télévision scolaire et coordonnateur de Canal Éducation. Dans la rubrique Coin Éco, l'horticulture sénégalaise, ses atouts et ses handicaps, dossier d'Oumou Kalsoumba et entretien de Momodou Ndiaye avec le directeur général de l'ASAPEX, Malik Diop. Le diplomate de ce soir nous permettra de prendre la direction de la Mauritanie. Lemine Salem, journaliste et spécialiste des questions djihadistes au Sahel, nous analysera la situation politique à Nouakchott avec la démission du Premier ministre Chersidia. La crise est apparemment ouverte entre le président Ghazouani et son prédécesseur Aziza. Ailleurs à Kolda nous accueille avec la journée nationale de l'arbre. Le baobab est la star de la 37e édition. Des tranches de vie fauchées, de nombreuses personnalités sont décédées du coronavirus ces derniers jours. Nous vous en parlerons dans le détail. Et puis dans le monde animalier, le phacochère est la vedette cette semaine, une grosse bête qui fait peur mais pas méchante, nous dit Kessendour. Mais elle ne nous dit pas encore si elle a osé approcher l'animal. À regarder absolument. Bienvenue. Le coronavirus, une pandémie qui a faussé tous les plans. Exemple, les vacances scolaires cette année avec une année scolaire prolongée. Y aura-t-il vacances? Les parents d'élèves n'y croient pas. Ils prennent plutôt cette période avec beaucoup de philosophie et ils sont confiants dans la détermination des candidats aux examens à décrocher le parchemin haut la main. C'est un reportage d'Abdourahmane Ly. Monsieur Anne est professeur de sciences physiques au lycée Blaise Diagne. Pas de vacances cette année. En août, il y est encore en classe pour surveiller des élèves en composition. Le calendrier scolaire a été réaménagé à cause de la pandémie de coronavirus qui a fermé écoles et universités pendant un peu plus de 3 mois. On a repris le 25, donc c'est normal si l'État nous demande de reprendre les enseignements. On ne peut que se soumettre. Mais psychologiquement, le mois d'août, c'était carrément le mois des vacances. On pouvait bouger. Donc il y avait un moment où il n'y avait pas de cours, mais on ne pouvait pas se déplacer parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Mais en tant qu'enseignant, je me dis que c'est le moindre mal quand même de poursuivre les enseignements, parce que sinon les élèves allaient rester en rade. Les élèves, certains ont déjà repris la terminale. Vous imaginez si l'année était complètement perdue. Donc à mon avis, c'est dur, mais c'est bientôt fini. On est en période de composition. Après, c'est la remise des notes et le 2 septembre, c'est le début du bac. Une situation difficile, mais cet élève en classe de terminale L2 s'adapte. Il sort d'une composition de français. Il vit la situation comme un sacrifice pour ses parents qui ne ménagent aucun effort pour sa réussite scolaire. Donc on est obligé de travailler parce qu'il faut accepter qu'il y a des parents qui sont là pour nous. Déjà, les parents qui nous financent, c'est difficile parce que pour moi, qui suis élève en terminale L2C, ma maman me paye beaucoup d'argent pour les écoles. Vous comprenez? Donc c'est dur Donc il faut beaucoup de sacrifices. Parce que pour satisfaire quelqu'un qui fait trop pour toi, c'est pas facile Donc on est obligé de venir. Déjà on porte le masque, c'est dur. Dans la journée, tu es obligé de porter le masque tout le temps. C'est fatigant Mais on est obligé. Des parents d'élèves comme cette dame sous le couvert de l'anonymat. Un de ses 2 enfants est en classe de CM2. En cette période de l'année d'habitude, il était à l'école coranique. C'est normal, parce que depuis mars, ils n'ont pas fait cours. Donc on peut dire qu'ils ont déjà pris leurs vacances. Ceci dit, je pense qu'ils peuvent reprendre les cours pour ne pas perdre cette année. Pas de vacances cette année et plus de concentration sur les cours pour ces élèves qui préparent l'examen avec le stress de l'imprévu.
Massamba Diané, bonsoir. Mais bonsoir Mamadou. Vous avez été enseignant aussi, vous êtes journaliste, producteur, chef de la division de radio-télévision scolaire. Vous êtes aussi le coordonnateur de Canal Éducation. Alors, une année spéciale pour l'école sénégalaise, des vacances qui riment plutôt avec une année scolaire prolongée. Comment le journaliste spécialisé des questions éducatives analyse cette situation assez inédite? Mais tout à fait, Mamoudou, vous avez raison. Cette année, il faut reconnaître qu'on a une année scolaire particulièrement bouleversée, entre guillemets. Mais je pense que quand nous écoutons et quand nous avons regardé ce reportage, tout de suite, l'idée m'est venue que ces élèves ont compris que si l'éducation coûte cher, essayons l'ignorance. Donc, je pense que heureusement. Alors, c'est une année particulièrement plus ou moins difficile parce que on sait, la pandémie, on l'a vécue. On l'a vécu véritablement avec beaucoup de péripéties. Au niveau de l'école, il faut le reconnaître, quand le président de la République a pris la décision de fermer les structures éducatives, je pense qu'à un moment donné, personne ne pouvait peut-être s'attendre à ce que ça se prolonge. Maintenant, quand ça s'est prolongé, l'État a donc de concert avec les différents acteurs, a décidé de réouvrir les écoles. Et je pense que ça, c'est concomitamment avec beaucoup d'autres pays qui l'ont essayé, qui l'ont réussi. C'est vrai qu'il y a eu une première tentative qui a avorté, mais la deuxième a été la bonne et je pense qu'il fallait la faire. Et je reprends un peu le ministre Mamadou Talla pour la deuxième partie qui disait on ouvre ou on ouvre. Ça veut dire que véritablement, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que aussi l'éducation coûte cher et qu'il y a eu un investissement très lourd. Si l'État met beaucoup d'argent pour donner de l'éducation à ses enfants, donc à cette jeunesse, on ne pouvait véritablement pas aller vers une année blanche. Je pense que ça allait être très difficile. Et donc, tous ces facteurs combinés nous ont amenés, donc, en tout cas les différents acteurs, à aller vers la rentrée. Et cette rentrée, nous l'avons vécue au départ avec une véritable psychose chez les enfants. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire le tour de quelques régions. Au départ, c'était pas évident. C'était pas évident. Au niveau des parents, les gens pensaient beaucoup à la maladie. Ils avaient raison. Au niveau des enseignants, vous avez vu tout le tollé que ça a fait quand il fallait les déplacer vers les écoles. Au niveau également aussi des différents acteurs de l'État aussi, il y avait toujours cette psychose d'ouvrir face à la maladie, mais aussi laisser les enfants à rate, c'était compliqué. Et à un moment donné, je pense que le choix de l'État a été judicieux parce que les enfants n'étaient plus confinés à la maison, ils étaient dehors en train de jouer au football, ils étaient dehors dans les plages. Et moi, je me suis dit que véritablement les amener à l'école était même plus prudent. Alors, ce ne sont pas quand même tous les élèves qui sont privés de vacances. Il s'agit surtout de ceux qui sont en classe d'examen. Quelles sont les dispositions prises justement par le ministère de l'Éducation pour faire des élèves et des parents de vrais partenaires dans la gestion de cette période sensible? Oui, ça, je pense qu'il faut saluer surtout la stratégie du ministre de l'Éducation nationale qui a véritablement fait dans l'inclusion. Donc, dès le départ, il a ouvert beaucoup de concertations et a fait appeler les parents, les syndicats, donc l'ensemble des acteurs autour de la question. Et je pense que des consensus ont été trouvés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation. Donc, de véritable communication. Au-delà des médias, le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas l'ensemble des ministères, éducation et formation professionnelle, on avait mis en place un cercle de concertation donc, qui était très délocalisé. Les IA, les IF, les partenaires, les comités de gestion, tout le monde était en train de réfléchir autour de la question. Et donc, quand l'idée d'ouvrir les écoles a été véritablement bien cuisinée, les parents d'élèves sont venus apporter véritablement leur appui pour qu'on ouvre les écoles, mais également leur crainte. Et ces craintes, je pense que ce qui a été fait est intéressant parce que le gouvernement du Sénégal a mis en place un dispositif qui a beaucoup aidé. Le dispositif, c'était quoi? C'était véritablement de faire face aux mesures barrières. Et je pense que ça, c'était la première condition sine qua non du ministère de la Santé. Beaucoup d'efforts ont été faits. Et le ministère a également aussi eu, donc, sous l'égide de Mamadou Talla, de fédérer beaucoup d'énergie. Si vous regardez, par exemple, cette rentrée a réussi simplement parce que les collectivités territoriales ont porté le combat.
les parents d'élèves ont porté le combat, des mécènes ont porté le combat, et les élèves aussi en classe d'examen en voulaient. Justement, une reprise réussie, une réouverture réussie, mais il faut réussir une période de non-vacances. Oui, de non-vacances. Avec toutes les tentations que cela comporte. C'est ça. Oui. Je pense que c'est vrai que moi, en rentrant, une anecdote, je suis rentré avec un de mes enfants qui était déjà à Dara Djolof et qui déjà s'imaginait des navétanes. Et il n'y en a pas eu cette année. Probablement, il n'y en aura pas parce que ça n'est pas possible. Alors, donc, un élève qui a fait peut-être une année scolaire assez particulière, qui devait aller en vacances, donc est privé de vacances, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Comment l'enseignant, ici j'interroge quelque part l'enseignant, comment prendre ça en charge? Parce qu'il y a aussi le besoin tout humain, tout naturel pour l'enfant de se reposer, de se régénérer. Ouais. Et il n'y a pas à proprement parler de vacances, ou alors il passe ses journées enfermées, même s'il devait y avoir vacances. Oui. Maintenant, il faut quand même préciser, Mamadou, que le président de la République, dans le décret signé, a dit que l'année scolaire officiellement s'arrête le 30 septembre. Et quand l'année scolaire s'arrête le 30 septembre, on a le mois d'octobre pour les vacances. Ouais. Les cours reprennent en novembre, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est un seul mois de vacances, quoi. Oui, Okay. mais bon, en tant qu'enseignant, je pense que effectivement, l'élève a besoin de repos. L'élève a besoin de ce temps pour s'épanouir. Un mois de vacances avec des privations. Bien sûr, avec des Respecter privations. les mesures barrières, ne presque pas sortir, parce que aussi il est interdit de se rassembler dans les plages. Certainement. Et surtout, comme vous le dites, je pense que c'est une année particulière où c'est un élan national. C'est un sacrifice, comme on l'a dit. Donc, il faut qu'il y ait donc ce sacrifice pour que chacun puisse comprendre que il faut qu'on y aille avec le contexte, il faut qu'on y aille avec cette période spéciale. Mais quand même, pendant ce mois d'octobre, je pense que les élèves de classe d'examen vont souffler très rapidement. Évidemment, les autres élèves qui devraient suivre des cours à la maison vont obliger de continuer à suivre, et même d'autres vont même faire des tests, parce que ce sera un moment où ce sera possible pour certains élèves qui n'ont pas la bonne moyenne de faire des tests pour se repositionner. Quelle partition jouez-vous au niveau de la télévision, radio-télévision scolaire et aussi de Canal Éducation, dont vous êtes le coordonnateur? Oui, merci beaucoup. Je pense que dès le départ, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une initiative qu'on a appelée Apprendre à la maison. Donc, Apprendre à la maison qui a marché sur 4 béquilles. Une béquille télévision, une béquille radio, une béquille plateforme et une béquille Polycop. Nous avons eu le privilège de gérer la plateforme télévision. Donc, le ministère de la Communication a tout de suite compris qu'il fallait ouvrir donc, un canal sur le TNT, donc le canal 20, qu'on a appelé Canal Éducation, et avec l'appui de la RTS, on a véritablement démarré très rapidement la production de cours. Et je dois dire que pour l'instant, nous nous focalisons sur la production de cours, et ce sont des cours qui sont produits donc, avec des inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, donc avec des équipes pédagogiques véritablement sélectionnées. Donc nous, aujourd'hui, vous allez sur le canal 20 de la TNT, à longueur de journée, H24, nous tournons et nous mettons des cours des classes d'examen, mais aussi des classes intermédiaires. Nous allons également aussi, toujours dans le cadre de la télévision scolaire, de la DRTS, porter la production de cours pour la radio. On va signer des conventions avec des radios, et une première convention a déjà été signée avec l'URAC, l'Union des radios communautaires. Et à partir de ce lundi, normalement, on démarre carrément en trombe avec des ressources numériques. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette pandémie et ce contexte nous a permis véritablement d'utiliser les ressources numériques, et ça veut dire donc l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Alors, le 1er septembre, ce sera le tour des étudiants de reprendre le chemin des amphis, avec comme élément, il faut le dire, parce que nos universités riment souvent avec promiscuité, surtout dans certaines facultés. Alors, ma question, c'est que, est-ce qu'il y a une coordination de votre expérience, de votre pratique, et une cohérence d'ensemble entre les différents départements ministériels chargés de la question de l'éducation? C'est ça. En fait, parallèlement, quand j'ai parlé de l'initiative Apprendre à la maison, ça a permis également aussi de mettre en cohérence toutes les activités que les différents ministères font. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de la profession et de l'artisanat, et le ministère de l'Enseignement supérieur.
Donc, au moment où je vous parle, il y a ce qu'on appelle un comité interministériel qui, chaque mercredi à 11 h, est présidé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale avec le DC du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. Aujourd'hui, la réflexion a démarré. Au niveau des universités, les gens sont en train véritablement de travailler pour mettre en place tout le dispositif pour surtout les mesures barrières. Parce que ça, c'est fondamental. Et vous l'avez dit, dans nos universités, c'est une population énorme. Dans nos universités, souvent, c'est une promiscuité oui. Véritablement qu'il faut reconnaître. Ça veut dans dire les amphis comme dans les chambres. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dispositif qui existait au niveau de nos universités comme Dakar, où on avait des milliers d'étudiants pour faire un cours, ça doit être revu très rapidement. Et en tout cas, à ma connaissance, au niveau de l'université de Thiès, pour laquelle au moins j'ai suivi la mise en place du matériel et tout, les gens ont fait des efforts jusqu'à même étendre les amphis et même chercher d'autres localités où on peut recevoir des étudiants pour faire des cours. Très bien. Comment réussir le défi de l'interdiction de fréquentation des plages? Bon, en tout cas, au niveau du monde éducatif, je pense qu'il faudrait que les parents s'impliquent. Ça, c'est la première chose, parce que je pense que la dernière sortie du ministre de l'Intérieur, de tout ce qui s'ensuit après ce qui s'est passé, il faudrait que les mesures soient encore corsées. Donc, les parents d'élèves aujourd'hui sont invités à être plus vigilants avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver véritablement d'autres alternatives. Des alternatives au niveau de la maison. Je sais qu'il y a des possibilités d'intéresser les élèves à de la lecture, d'intéresser les élèves à des jeux, d'essayer surtout d'être avec les enfants. Parce que ce qui est compliqué, c'est que quand les parents aussi vont au travail et laissent les enfants seuls à la maison, forcément, ils ont envie, eux aussi, de se regrouper et de faire autre chose. Donc, il faut les occuper. Et je pense que c'est le moment, dans nos foyers aujourd'hui, d'essayer de créer un environnement où l'enfant véritablement peut lire, peut se distraire, peut regarder des émissions, peut utiliser l'Internet, mais surtout dans le sens positif et éducatif. Merci Massamba Thiané d'être venu sur le plateau de la Totale dimanche. Je rappelle que vous êtes journaliste, chef de la division de la radio-télévision scolaire, mais aussi coordonnateur de Canal Éducation. Vous avez été enseignant. Oui. D'où toutes ces casquettes. Merci Mamadou. Merci beaucoup. Et bonsoir chez vous. La suite de la Totale. Coin Éco jette un regard sur l'horticulture sénégalaise, un plan serré sur les Niayes et leur potentialité. À elle seule, la zone assure une production record de légumes et de fruits, des performances qui créent de la richesse et de la valeur ajoutée. Seulement, l'ennui est que ce sous-secteur de l'agriculture a deux épines, la concentration et la transformation des productions. Dossier Oumou Kalsumba. Sa position géographique, notamment les conditions climatiques, constitue un atout pour la filière. La production horticole est concentrée principalement dans la bande littorale des Niayes et dans la vallée du fleuve Sénégal. La production de légumes et de fruits contribue de façon non négligeable à la création de richesses et de valeur ajoutée. La zone des Niayes est une zone traditionnelle de pratique de l'horticulture. Elle assure à elle seule 60% de la production nationale et pour les exportations, 80% des volumes exportés proviennent de la zone des Niayes. Ça suffit pour indiquer sa place. Au point qu'on est passé de 905 000 tonnes de fruits et légumes en 2012 à 1 624 000 tonnes en 2019. Avoir des productions horticoles records est une excellente chose pour notre économie. Cependant, nous avons le défi de la conservation et de la transformation. Parce qu'il dit prendre ces mesures pour augmenter davantage la production, pour réaliser ce que j'appelle la souveraineté alimentaire en fruits et légumes, ce sera pour aussi conserver ça pour toute l'année, bien sûr, mais aussi pour exporter dans la sous-région. Il faut produire en qualité, mais avec la qualité, mais aussi et surtout, il faut transformer. Parce que la transformation est une des formes qui permet de conserver. Le produit frais, la pomme de terre, peut ne pas se conserver en l'état, mais transformer en chips ou en surgelé
ou en purée peut être facilement conservable et utilisable sous d'autres formes. Alors, quelle perspective pour la filière horticole sénégalaise dans un contexte économique tributaire des conséquences de la pandémie? Par des mesures de soutien aux producteurs, des subventions d'intrants, des subventions de semences, la régulation du marché, l'appui conseil. Une autre mesure de préservation des Niayes, c'est, vous le savez, le décret 748 de décembre 2019, non, de mars 2019 autant pour moi, qui érige la zone des Niayes en zone urbaine naturelle, où il ne sera permis désormais que l'horticulture ou des activités d'orientation environnementale. Donc, toutes ces mesures devraient se poursuivre dans le cadre du programme de relance de l'économie nationale, mais aussi du programme agricole, n'est-ce pas, de résilience économique et sociale pour les 5 prochaines années. Les experts sont unanimes. La filière horticole est le sous-secteur de l'agriculture sénégalaise qui crée beaucoup de ressources financières. Les acteurs pensent qu'elle est d'ailleurs sous-exploitée. Vous avez donc pu rectifier avec Oumou Kalsoumba. Les deux épines, c'est qu'il y a un déficit de concertation et un déficit de transformation de la production horticole. Nous y sommes, l'entretien Coin Éco qui reçoit ce dimanche 9 août Dr Malick Diop, directeur général de l'ASEPEX. Le Sénégal serait-il un pays riche qui s'ignore ou un géant aux pieds d'argile? Le secteur horticole nouveau des couronnes de laurier, tressé par des acteurs admiratifs des potentialités que recèle notre sol, fertilité, soleil, vent, eau. Le tout combiné à des saisonnalités en adéquation parfaite avec les marchés porteurs d'Europe. En dépit des aléas, notre horticulture affiche une robustesse qui lui a permis de résister au choc découlant du Covid ou de la Covid-19. Vous avez reconnu la plume de Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou, bonsoir Dr Malick Diop. Et c'est à vous. Merci Mamadou, bonsoir docteur. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Docteur, nous connaissons un peu la crise sanitaire, comment elle a affecté la plupart des secteurs. Et tous les secteurs sont inégalement affectés justement par cette pandémie. Mais pour le cas précis donc, de l'horticulture, que vous connaissez bien puisque vous êtes justement le chantre de l'exportation de la production sénégalaise, dans quelle mesure l'horticulture peut retrouver justement le bout du nez? Alors, bonsoir Mamadou, bonsoir Mamadou. Mamadou et Mamadou. Mamadou et Mamadou. Oui. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les exportations constituent une mamelle extrêmement importante de l'économie sénégalaise, surtout en termes d'apport dans le cadre du PIB. L'année dernière, il faut retenir que les exportations étaient revenus en termes de recettes à 1985 milliards. On est passé de 1670 à 1985 milliards, soit une croissance de 18,9%. Et à l'intérieur, vous avez le sous-secteur horticole. Si on prend en compte la floriculture, mais également tout ce qui est arboriculture et la partie fruits et légumes. Voilà. Et en gros, en termes d'exportation, on tourne autour de 94,5 milliards. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-secteur horticole, quand on prend par exemple les vergers, 1 hectare, vous avez à peu près 10 personnes qui travaillent là-dedans. Donc c'est un secteur qu'il faut appuyer, on continue à l'appuyer, mais on a également les mêmes difficultés qui sont liées à la Covid, le fait qu'il n'y ait plus de foires, plus de salons, plus d'expositions, naturellement plus de rencontres économiques et commerciales. Ce qu'il y a, c'est que nous retenons aujourd'hui les éléments sur les 3 dernières années qui étaient des rencontres qu'on avait travaillées avec les exportateurs pour que ces exportateurs puissent continuer à exporter avec leurs partenaires. Mais cette année, bien, effectivement, les effets commencent à se faire sentir, les impacts, on va en parler plus profondément plus tard. Savoir également, c'est qu'un secteur très dynamique en termes d'exportation, parce que quand un secteur passe de 68 000 tonnes à 107 000 tonnes en quelques années, c'est énorme. Maintenant, on peut revenir plus tard sur les différents chiffres qui concernent, bien entendu, les différents produits, les différentes filières sur lesquelles nous avons travaillé. Alors, une chose est de produire, autre chose est de vendre. Et vous avez identifié justement des marchés qui sont justement certainement des marchés porteurs. Mais maintenant, avec la levée des restrictions, est-ce que vous retrouvez justement la place que vous avez conquise de haute lutte, notamment sur certains marchés centraux
Lesquels d'ailleurs? C'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique? Alors, faut retenir que sur le sous-secteur horticole, le marché principal, c'est le marché européen. Et sur le plan du travail que nous faisons, donc depuis 2012, ce qu'on a fait, c'est la présence surtout des exportateurs dans le plus grand salon professionnel où se signe le contrat. C'est Fruit Logistica qui se trouve à Berlin. Et nous faisons tout pour que dans le secteur spécifique aussi bien de la floriculture que également des fruits et légumes, que nos exportateurs soient présents. Ce qui a été fait jusqu'à l'année dernière. Cette année, il n'y a pas eu Fruit Logistica parce que c'est la même période où on a eu une croissance exponentielle des cas de Covid. Donc, ça commence à se faire sentir. Nous préparons Fruit Logistica pour février prochain, en espérant que le salon professionnel qui permet aujourd'hui d'avoir ces chiffres sur les exportations va être maintenu. Donc ça, on ne peut pas donner aujourd'hui d'engagement sûr et certain que les organisateurs vont maintenir le salon, mais nous espérons en tout cas qu'ils le feront. Quelle est la valeur marchande donc, de notre production en direction de l'Europe, par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir, en gros, sur l'Europe, on a 90% des exportations horticoles, à peu près 90%, surtout des 94,5 milliards. Donc c'est beaucoup, sachant que on a beaucoup de demandes dans certains marchés, comme les marchés asiatiques, mais il y a quelques contraintes liées surtout à la distance, etc. Donc c'est pas évident. Le marché européen, peut-être imaginable. Est-ce que les produits à destination de l'Europe sont interdits d'espace Schengen? Non, c'est pas. Non, faut savoir également que nous avons beaucoup travaillé sur les normes, les normes européennes. Je donne quelques exemples. Par exemple, si on prend aujourd'hui l'oignon, le Sénégal est sur les normes européennes, ce qui nous permet d'exporter la variété Mercedes. Un produit où il y a des contraintes majeures, c'est par exemple la mangue qui est très souvent. Beaucoup de pays aujourd'hui sont bloqués, sont sur la liste rouge européenne. Oui. Je ne les citerai pas, mais il y a beaucoup de pays, même des pays qui sont des pays d'Amérique du Sud, etc., de certains pays africains sont bloqués à ce niveau-là. Le Sénégal est sur le vert en Europe, parce que tout simplement nous travaillons sur la certification, parce qu'on demande sur le plan privé d'avoir des certifications Global Gap, donc nous travaillons à ce que les exportateurs prennent tout ce qui est production exportable vers ces zones-là, mais également nous travaillons à éviter les retours d'expédition. Comment ? En travaillant sur le phytosanitaire, avec la direction de la protection des végétaux par exemple, au niveau des zones de stockage, il y a toujours la présence d'experts qui vérifient s'il n'y a pas d'anthracnose, s'il n'y a pas de mouche des fruits, etc., si le calibrage a été bien fait, si les palettes sont réglementaires, etc. Donc tous ces éléments-là nous permettent aujourd'hui d'exporter, d'être sur le vert et de faire partie des produits labellisés à l'international. Donc quand on parle aujourd'hui par exemple de mangue origine Sénégal, c'est labellisé, mais on sait qu'effectivement, c'est des mangues qui sont bien prisées à l'international. Alors là, il y a un gros quiproquo. Il y a notamment les mangues, puisque vous venez de l'évoquer. Il y a des distributeurs européens qui mettent mangue allemande, mangue produit français ou produit allemand, mais d'origine sénégalaise. C'est illégal. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la protection de l'origine, elle est importante. Tout à fait. En tout cas, nous, le Sénégal, nous avons travaillé, par exemple, à labelliser la mangue origine Sénégal. La mangue origine Sénégal, elle est issue du Sénégal, cultivée au Sénégal, travaillée au Sénégal, répondant aux normes internationales, mais issue aujourd'hui des vergers du Sénégal qui ont été certifiés, etc. Et donc, quand ces mangues sont commercialisées à l'étranger, elles doivent être commercialisées sous le label Made in Sénégal. C'est la même chose pour... Est-ce que vous avez des moyens il y a le suivi. de contraintes. Le suivi, quand on reçoit, par exemple, on a reçu un élément qu'on va travailler pour voir l'origine, pour voir quel est le distributeur qui parle de mangue origine Sénégal. Tout à fait, non, j'ai un élément visuel ici. C'est pour ça que je dis. Et donc je mettais à votre disposition, ne serait-ce que pour plaider votre dossier. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est ces éléments-là qui nous permettent, nous, de faire le suivi et de maîtriser ce que font les distributeurs du Made in Sénégal. Parce que le Made in Sénégal, c'est le Made in Sénégal. Alors, parlons maintenant un peu de la concurrence. Oui. Il y a des pays africains qui connaissent bien le Sénégal et qui ont une peur psychologique du Sénégal pour des raisons liées à ce que Mamoud a dit justement dans son propos liminaire. Le Sénégal a du soleil,
à du sol fertile, à de l'eau, du vent, et à proximité justement des débouchés, disons, commerciaux. Et pourtant, le Sénégal ne semble pas atteindre sa vitesse de croisière. Donc, les pays, pour ne pas les nommer, le Kenya, l'Éthiopie et dans une moindre mesure le Botswana, mais alors inondent le marché européen de fleurs. Mais que faisons-nous, nous, pour ne pas être là alors que nous sommes à 6 heures? Or, ces pays que j'ai nommés font 12 heures d'avion pour ravitailler le marché européen, alors que nous sommes à 6 heures. Vous savez, c'est des options. Hein. L'option floriculture ou bien l'option fruits et légumes, c'est des options de différents pays. Nous avons eu la chance quand même de faire le tour et de faire ce qu'on appelle le benchmark pour voir ce que les autres font. Donc, c'est des pays qu'on a visités à plusieurs reprises, où on est allé même dans les vergers, aussi bien à Addis, mais également à Nairobi, pour voir ce qui s'y fait, parce que c'est important. C'est des investissements étrangers, effectivement, qui s'y font. Et ces investissements étrangers sont travaillés dans des zones à sol argileux. Argileuse, même. Ça, les zones sont très argileuses. C'est des sols argileux, sachant qu'ici, on n'a pas des sols argileux, on a des sols très fertiles qui sont surtout dans la zone des Niayes, etc. Et même sur le plan climatique, donc on voit énormément de ces... Enfin, c'est des productions qui se font sous serre. Maintenant, comme j'ai dit, ça, ce qu'il faut savoir aussi, la floriculture demande très souvent, s'il s'agit par exemple de ce type de sol, d'utilisation de beaucoup de produits chimiques. Je ne rentrerai pas dans les détails, hein, je pense que c'est des choix de certains pays, mais au Sénégal, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos terres sont des terres tellement riches qu'il faut qu'on fasse attention sur ce qu'on va utiliser, surtout en production intensive, hein, parce que nous arrivons aujourd'hui à une production intensive sans trop aller vers les éléments chimiques. C'est pour ça que nous avons beaucoup de bio, en tout cas à l'international, ce qui également maintient la santé sur le plan sanitaire de nos citoyens. Aujourd'hui, si on parle d'une production augmentée, par exemple, sur les fruits et les légumes, on est passé, en termes de production, hein, de 640 000 tonnes à 1 349 000 tonnes. Ça fait quand même en quelques années, en 7 ans. Oui. Ça fait à peu près 105 milliards en termes de production. C'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque hectare, comme j'ai dit, il y a à peu près 10 Sénégalais qui travaillent là-dessus. C'est quand même beaucoup de citoyens, mais il faut préserver leur santé. Et beaucoup de nos sols sont des sols vraiment où on n'utilise pas trop de produits chimiques. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, y a-t-il possibilité pour le Sénégal d'abord de conserver ses acquis, donc les marchés traditionnels, mais en même temps de s'ouvrir maintenant à de nouvelles zones, à de nouveaux marchés, je ne dirais pas émergents, mais des marchés quand même qu'il faut capter? Alors d'abord, je pense qu'il faut, surtout contexte Covid, il faut maintenir ce qu'on en avait déjà. Oui. Parce que sur la concurrence, il a fallu plusieurs années pour nous maintenir. Tout à fait. Je reprends quelques filières. Sur la filière oignon, c'est un travail qui nous a permis aujourd'hui d'exister au niveau de la zone européenne. La filière mangue aujourd'hui, quand on passe de 8 500 tonnes à 24 000 tonnes en termes d'exportation, alors que la production exportable, je ne dis pas que la production est de 125 000 tonnes, mais la production exportable est de 36 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Et c'est ce travail-là qu'il faut maintenir d'abord. Parce que c'est vrai, les marchés traditionnels nous permettent d'avoir des chiffres qui sont des chiffres sûrs et certains dans le cadre du travail que nous faisons. Maintenant, aller vers d'autres types de marchés. Nous travaillons effectivement même les marchés africains. Hein. Nous avons beaucoup travaillé l'oignon sur le marché africain. Par exemple, sur le marché ivoirien, nous travaillons beaucoup sur le violet de Galmi en termes d'exportation au niveau d'une zone qui n'est pas très éloignée. Et surtout pendant cette période-là, donc nous allons nous ouvrir avec la zone de libre-échange continental, la ZLECAf, avec 54 pays. Donc nous allons beaucoup travailler ces marchés-là. Ne pas trop perdre du temps sur les marchés trop contraignants. S'il s'agit par exemple de fruits et légumes, par exemple, le marché américain, nous bénéficions de l'African Growth Opportunity Act, oui, mais les contraintes qui nous permettent, qui diminuent la valeur en tout cas de nos produits, on ne va pas aller vers ça. Je donne juste l'exemple de la mangue, où on demande la fumigation de la mangue, ce qui diminue le goût. Donc à trop vouloir en marché, on ne peut pas diminuer la valeur, nous, de nos produits. Donc il faut maîtriser vraiment les marchés traditionnels,
les augmenter de manière exponentielle et aller vers d'autres marchés. Donc, il vous reste 2 minutes top chrono. Ouais. Alors, si on reste un peu dans la prospection, le Sénégal, c'est vrai, vous l'avez dit et je le reconnais, vous vous êtes battu pour qu'au moins toutes les filières qui méritent d'être exportées sur le marché européen répondent aux standards internationaux, notamment l'arachide avec l'aflatoxine dans le passé. Vous vous êtes battu pour au moins améliorer l'image de l'arachide. Vous le faites pour la mangue, vous le faites également pour les oignons et même pour la pomme de terre. Mais imaginons un scénario où M. Diop prend son bâton de pèlerin et essaie de rencontrer tous les acteurs des différentes filières pour dire attaquons les marchés, mais soyons solidaires entre nous ici au Sénégal. Je pense par exemple à dire, mettons au devant certaines individualités marquantes de notre pays. Sadio Mané, il peut être par exemple, disons, un produit, un label qui labellise. Mettons sur la table de Sadio Mané à manger des mangues sénégalaises. Ça peut peut-être bon créer justement un déclic. Ça peut peut-être bon à la limite même être un élément d'entrain pour justement ceux qui veulent consommer la mangue sénégalaise, notamment les footballeurs de la Champions League, que Mamoudou connaît bien. Je suis 100% d'accord avec Mamoudou sur ça. Merci. Je vais lui donner une anecdote qui répond exactement à ce qu'il vient de dire. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait le tour des acteurs de la mangue. Il y a de cela 15 jours où on est allé surtout dans la zone des Niayes, mais également on a fait le tour dans d'autres zones, dans la zone sud, dans la zone centre, etc., pour voir la situation par rapport à la Covid, pour voir dans quelle mesure également on peut aujourd'hui aller vers le marché, continuer à écouler sur le marché national et transformer pour exporter via la transformation. Et surtout, leur dire que les exportations doivent se faire sur la base du label Made in Sénégal. C'est-à-dire que le label Made in Sénégal, c'est un label de qualité. On ne peut pas faire des échanges avec les importateurs en diminuant le prix du Made in Sénégal. C'est ce que je leur dis. Vous vendez la mangue Made in Sénégal, s'il s'agit de mangue par avion, il y a un prix plancher. Il ne faut jamais aller au-dessous. De la même manière, c'est la mangue par bateau, etc. Et à côté de cela, il y a une rencontre économique commerciale qui est la plus grande rencontre économique commerciale au niveau mondial. C'est l'Expo universelle. L'Expo universelle où, naturellement, le Sénégal y va avec ses hommes d'affaires. On devait y aller cette année, au mois d'octobre, à Dubaï, mais bon, ça a été repoussé jusqu'en 2021. Mais nous avons pris Sadio Mané comme ambassadeur pour que lui-même, il puisse effectivement, sur la base de ce qu'il fait à l'international, également promouvoir des produits origine Sénégal, effectivement, pour qu'il, bon, j'ai vu que lorsqu'il a eu son ballon d'or, il a porté un costume origine Sénégal, voilà. Mais également, pourquoi pas, le voir consommer des produits origine Sénégal, parce que ça donne plus de valeur également. D'accord. Une petite curiosité, Mamoudou, si vous permettez. Est-ce que le cadre parisien dans le, je ne sais pas quel arrondissement, UP, le 16e par exemple, oui, mange la même mangue que le Sénégalais là-bas, dans un coin perdu, en termes de qualité? Bon. Je parlerai c'est une très bonne question. Il y a une mangue au Sénégal qui est plus goûteuse que le Sénégalais lambda mange et qui ne peut pas manger à l'extérieur. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, sur les 125 000 tonnes, il n'y a que 36 000 tonnes exportables. Parce qu'il y a de très bonnes mangues sénégalaises, très goûteuses, mais qui ne peuvent pas supporter le transport. Voilà, donc il y a deux espèces, deux variétés. C'est la variété Kent et la variété Ket. Et là, ces deux variétés, le cadre européen ou africain en Europe peut consommer ces variétés. C'est des variétés qui sont considérées comme des produits de luxe. Parce que la mangue, c'est un produit de luxe en Europe ou ailleurs. Bon, mais en termes de qualité, est-ce que c'est la même qualité? C'est exact. Non, enfin, la qualité est meilleure ici, naturellement. Ah bon, oui, parce que si vous le dites, c'est rassurant. Oui, parce que quand on effectue la cueillette, on effectue la cueillette de telle sorte que la mangue puisse voyager et tout. Mais la qualité de la mangue qu'on retrouve au Sénégal est naturellement meilleure. Voilà. Donc ça, les Sénégalais peuvent se rassurer par rapport à ça. Très bien, merci. Malick Diop, DG de la ZEPEX, qui s'entretenait avec Mamoudou Ndiaye dans la rubrique Coin Éco. L'autre disait manger des pommes, mais ici on dit manger des mangues. Voilà. Merci et bonsoir. Merci, docteur.
Le Sénégal, un pays, une multitude d'ethnies dans un territoire moyennement étendu, un peuple, un but, une foi, telle est la devise du pays, une devise que nous avons tenté de frotter à la réalité vécue. De la petite enquête de Boubacar Dieng, il ressort un commun vouloir de vie commune entre les différentes ethnies et le cousinage à plaisanterie semble en être le ciment. Tenez par exemple l'histoire entre les Peuls et les Sérères. Ne rigolez pas, hein? Ils sont des cousins, non pas par le sang, mais grâce à l'histoire. Le cousinage à plaisanterie entre Peuls et Sérères est rattaché historiquement à la migration que les deux ethnies auraient effectuée ensemble de l'Égypte jusqu'à la vallée du fleuve Sénégal. Selon certaines versions, quand les Peuls et les Sérères ont quitté l'Égypte, ils ont vécu ensemble pendant un certain temps. Ensuite, les Sérères ont prolongé leur voyage vers l'intérieur du pays. Peuls et Sérères sont aussi cousins à plaisanterie grâce à leurs activités respectives. Les Peuls sont des éleveurs nomades. Les Sérères, eux, sont plutôt cultivateurs et sédentaires. Le cousinage à plaisanterie entre Sérères et Peuls est une sorte de taquinerie que ces deux ethnies s'autorisent. Chacun se dit être le roi de l'autre et l'appelle affectueusement mon esclave. Reste à savoir qui est le roi entre les Sérères et les Peuls. Ça, c'est de la provocation. Mais Boubacar Dieng, vous êtes là plutôt pour répondre aux questions. Alors, bonsoir. Bonsoir, Maodo. Le cousinage à plaisanterie est une réalité au Sénégal, hein, on l'a vu. De ce fait, quel peut être son rôle dans la sensibilisation de la société? Donc, la stabilisation de la société. Oui, donc le cousinage à plaisanterie peut avoir un grand rôle dans la stabilisation plutôt de la société. Parce que selon beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux, donc si le Sénégal a su rester stable socialement, je veux dire, c'est en partie lié au travail de nos aïeux, des aïeux donc qui ont su jeter les bases d'un véritable État-nation. Cela en consolidant et en instaurant aussi donc une paix sociale qui a été rendue possible donc à travers le culte de la tolérance et du pardon. De ce fait, au Sénégal, donc il est rare de voir deux ethnies qui s'affrontent, contrairement à d'autres pays. On a vu le Rwanda, donc bien vrai qu'il y avait des soubassements politiques entre Hutus et Tutsis, mais aussi il y avait des affrontements entre ces deux ethnies-là. Au Nigeria, pas plus tard que l'année passée, il y a eu des heurts entre cultivateurs et éleveurs, donc il y a eu des morts, mais au Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu donc, de ces conflits-là, grâce à Dieu. Donc, le cousinage à plaisanterie joue un grand rôle dans la stabilisation de la société. Les gens en rigolent, quoi. Quelle que soit la nature de la blague. Les gens en rigolent parce que la preuve, c'est d'autant plus vrai que quand je rencontre un Peul, quand je suis sérère, que je rencontre un Peul, donc on peut se taquiner, on peut se dire, bon, vous me parlez du terme, du n'importe quoi, mais personne ne se fâche. Donc on se dit que c'est un pacte qui a été laissé par nos aïeux et que c'est quelque chose que l'on doit respecter. Même ce que l'on vous dit vous fâche un peu, mais vous êtes tenu de rester correct et calme et gérer et passer à autre chose. Sinon, vous devenez même la risée, quoi, en vous fâchant. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que ce cousinage à plaisanterie est perpétué par la nouvelle génération? C'est perpétué, mais je ne dirais pas que ça tend à disparaître, mais ce n'est pas demain la veille pour que ça disparaisse. Parce que les familles donc, étaient grandes, élargies au Sénégal. Maintenant, on tend à vivre dans des appartements, donc les familles se rétrécissent. Il n'y a plus l'oncle ou bien grand-mère ou bien grand-père qui est là pour vous dire que vous êtes Peul, donc le Sérère est un cousin donc, de par les ethnies, ou bien que vous êtes Diola, donc vous êtes cousin avec les Sérères, bien vrai que vous n'ayez pas des liens du sang, donc cela tend à disparaître. Mais si on a une vue d'ensemble de la société sénégalaise, même si on ne vous raconte pas que vous êtes cousin avec telle ethnie, vous tendez à taquiner, donc vous voyez un peu, vous dites que donc, vous êtes mon esclave, ça ne lui fait rien, et vous gardez ces liens-là jusqu'à présent. Merci Boubacar Dieng. Merci beaucoup. Le cousinage à plaisanterie, un ciment de la société sénégalaise.
Le match ce soir nous fait prendre la direction de la Mauritanie pour parler de l'actualité politique dans ce pays voisin du Sénégal, du côté du nord. Et nous avons ici à Dakar le journaliste mauritanien Lemine Salem. Bonsoir Lemine Salem. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des groupes djihadistes au Sahel, mais l'actualité en Mauritanie, c'est la démission du Premier ministre Ismaël Cheikh Sidiya à la suite du dépôt d'un rapport parlementaire sur la corruption en Mauritanie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette démission surprise quand même, Salem? Alors, il faut dire qu'elle était, depuis justement la publication, l'établissement du rapport de la commission parlementaire d'enquête sur les 10 années de règne, sur certains dossiers en fait importants, durant les 2 mandats de l'ancien président Mohamed Aziz, qu'il fallait s'attendre à ce que ce rapport-là ait des conséquences. Et donc, le changement de gouvernement paraît en premier lieu obéir à cette exigence-là, c'est-à-dire certains ministres actuellement en exercice ou d'autres ou d'anciens ministres ayant été cités dans ce rapport. Je pense que le président Razouani n'avait pas le choix que de changer de gouvernement. Alors, vous l'avez dit, c'est un rapport qui cible la gestion du pays de 2008 à 2019 et qui touche les revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État, la liquidation d'une société publique dans le domaine de l'approvisionnement en denrées alimentaires, les activités d'une société chinoise de pêche. Des faits avérés, Salem? Avérés, je ne sais pas, puisque je ne fais pas partie de la commission parlementaire d'enquête, mais les conclusions du rapport me paraissent assez crédibles, d'autant plus que la commission parlementaire a eu recours à des cabinets d'expertise locaux et internationaux très pointus et très respectés. Donc il n'y a pas de raison de douter des faits contenus dans ce rapport parlementaire, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Et une gestion qui cible justement les années Aziz. Alors, il faut dire que c'était une exigence d'une partie de l'opinion mauritanienne, de plusieurs activistes, des partis politiques, etc., même durant le règne d'Aziz, remettaient en cause la gestion d'un certain nombre d'entreprises publiques et d'établissements publics. Il faut rappeler que cette idée d'une commission parlementaire, déjà largement souhaitée en Mauritanie, a finalement été prise en compte. L'idée a été prise en compte par un parti d'opposition, l'Union des forces, l'UFP, l'Union des forces du progrès, qui plus tard a été rallié par d'autres partis, y compris d'autres députés, y compris des députés de la majorité. À partir de ce moment-là, donc le gouvernement n'avait pas le choix que d'accepter l'idée d'une commission parlementaire. Il faut dire aussi que probablement cela arrange aussi l'exécutif, dans la mesure où il est aujourd'hui notoire qu'il y a une rupture entre l'ancien président Mohamed Aziz et son ami de 40 ans et compagnon d'armes, Mohamed Razouani, l'actuel président de la République. Donc, oui, mais avant d'arriver à cela, aidez-nous à comprendre cette situation, Salem. Pourquoi le Premier ministre, Ismaël Cheikh Sidiya, a été obligé de démissionner? Pourquoi lui? Comme je vous l'ai dit au tout début, il s'agit de la première conséquence de ce rapport de la commission parlementaire, d'une part. Mais globalement, il faut aussi se dire que Mohamed Razouani est arrivé dans un contexte extrêmement complexe. Et il vient de boucler juste 1 an d'exercice du pouvoir, et son premier gouvernement a été une sorte de gouvernement des technocrates, dont tout le monde savait que sa première mission est de faire un état des lieux de la situation dont il hérite, notamment sur le plan économique, financier, etc. Et le Premier ministre sortant répondait parfaitement à ce profil-là. Il est centralien de formation, il a été ministre auparavant, il a été directeur de plusieurs établissements publics. Donc, il fallait s'attendre à un moment ou à un autre à ce que Razouani, une fois l'état des lieux établi, passe à une autre étape, celle d'un gouvernement plutôt plus offensif, plus ou moins politique, comme il vient de le faire, en désignant un ressortissant du sud-ouest, c'est-à-dire la région de Titrarza, frontalière avec le Sénégal comme Premier ministre, qui est aussi issu de la communauté des Harapines, qui est
la communauté des descendants d'esclaves arabo-berbères, qui constitue une des plus importantes communautés nationales. Oui. Et donc, les revendications sont aussi vieilles que la Mauritanie elle-même, c'est-à-dire c'est d'égalité, de réparation d'un certain nombre de justices historiques, etc. Oui. Et ces éléments-là étaient contenus dans le programme du candidat Razouani quand il avait annoncé son intention de briguer la présidence. D'accord, on reviendra sur le profil du nouveau Premier ministre, mais pour le moment, parlons de ce rapport. Est-ce que la démission du Premier ministre Sidia et la publication même de ce rapport pourraient constituer la première étape d'un long feuilleton qui pourrait même aboutir à des poursuites judiciaires? Je pense que c'est le souhait d'une très grande partie des Mauritaniens. Que ce soit devant des juridictions normales, comme cela semble être le choix provisoire, parce que le parquet un des parquets de la région de Nouakchott, c'est-à-dire la wilaya, le gouvernement de Nouakchott, a été saisi et il a ouvert une enquête préliminaire. Bon, est-ce que ça aboutira juste devant des tribunaux ordinaires ou est-ce que il y aura l'activation justement de la haute cour de la République qui est chargée de juger le président ou des ministres pour, par exemple, des questions de haute trahison. Et vous pensez donc que cette enquête pourrait aller jusqu'à interpeller l'ancien président Aziz? Il a déjà été convoqué devant la commission parlementaire, mais il a refusé de s'y présenter. Donc, oui, je parle de la justice là. Rien dans la loi ne l'oblige à se présenter. Même des juristes, oui, là, je parle ici de la justice. Est-ce que l'enquête judiciaire pourrait aller jusqu'à interpeller le président en tenant compte du contexte actuel, oui. Si on tient compte du rapport de force actuel et du contexte de l'ambiance politique générale et du rapport actuel entre l'ancien président et son ancien ami et successeur. Oui, sauf s'il y a un changement. Mais je pense que pour l'instant, les conditions politiques actuelles laissent penser qu'il y aura inévitablement une suite à ce rapport d'enquête parlementaire. Le président Ghazouani, actuel président, on le sait, a été un proche collaborateur de son prédécesseur, ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense et dauphin désigné d'Aziz. Est-ce qu'une enquête pareille pourrait lui-même l'épargner, lui, le président Ghazouani? L'épargner, alors justement, c'est peut-être l'un des points les plus attendus par l'opinion mauritanienne, c'est qu'une fois que l'ancien président aura accepté de comparaître devant une juridiction ou une commission d'enquête, peu importe l'organe, se demande est-ce qu'il n'impliquera pas ses anciens amis. D'autant plus que la commission parlementaire a fait comparaître devant elle un certain nombre d'anciens ministres, des ministres en exercice, qui tous renvoyaient à des ordres oraux de l'ancien président. Alors, est-ce que Razouani sera épargné? Il faut dire qu'il n'est pas quand même quelqu'un de notoirement connu comme très porté sur l'argent, à la différence de son successeur, qui, bien avant d'être président, faisait déjà l'objet de rumeurs d'un homme qui était plus ou moins intéressé par l'argent et la richesse. Ce qui n'est pas pour l'instant. On ne connaît pas encore. On ne connaît pas encore d'éléments du dossier dans lesquels l'actuel président Razouani serait impliqué. Alors, une sorte d'opération main propre semble être lancée à Nouakchott par le président Ghazouani. Des observateurs n'ont pas manqué de relever depuis quelques mois déjà une tension entre l'actuel chef de l'État mauritanien et son prédécesseur Aziz. Est-ce que cette affaire-là pourrait entraîner une crise politique majeure en Mauritanie? Elle aurait pu, oui, je pense qu'à un moment donné, oui, on le redoutait. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'a été évitée que parce que l'actuel locataire du palais présidentiel a fait preuve de prudence, c'est-à-dire
alors que l'opinion, les médias, l'opposition lui réclamait des mesures politiques, lui reprochait de ne pas trop parler. Oui, à un moment donné, ça aurait pu créer une grosse crise politique, sauf que il semblerait que Razouani a d'abord été plutôt très préoccupé par le souci de sécuriser son régime, sachant que la Mauritanie est un pays en éternelle tension, surtout depuis le premier coup d'État militaire de 1978. Il ne se passe pas 2 ou 3 ans sans qu'il y ait des troubles politiques qui aboutissent parfois à des tentatives de coup d'État ou à des coups d'État, ou en tout cas à des situations de crise qui semblent parfois menacer parfois même le pays dans son existence. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense qu'une fois que Razouani a procédé, il y a de cela quelques semaines, à une profonde réforme du commandement de l'armée, une restructuration même des unités, etc., du mode de fonctionnement des différentes structures militaires, mais en ayant placé des hommes qui lui sont plutôt proches et ils le sont moins de l'ancien président. Je pense que pour l'instant, là, dans le contexte actuel, une crise politique pourrait plutôt survenir si éventuellement le président Razouani reculait devant le processus qu'il a déjà engagé, c'est-à-dire une commission d'enquête parlementaire qui est censée aboutir à une... c'est-à-dire terminer. Éclaircir l'opinion sur un certain nombre de dossiers présumés de gabegie, etc., de corruption, ainsi de suite. S'il recule, oui, je pense qu'il risque plutôt de créer un rapport de force plus ou moins malsain. Terminez votre phrase, Lemine Salem. Oui. Alors, on revient au nouveau Premier ministre. Exit Cher Sidia, place donc à Mohamed Ould Bilal, négro-mauritanien. Un clin d'œil à cette communauté pour dire quoi, pour faire quoi? Alors, il faut distinguer la Mauritanie entre 2 questions. Il y a ce qu'on appelle communément la question mauritanienne, c'est plutôt c'est la question ethnique. C'est plutôt la communauté noire de langue poulard, essentiellement, voilà. Les Harapis sont noirs de peau, mais la problématique est beaucoup plus ancienne. C'est une problématique très propre à la société maure elle-même. Les Harapis sont des descendants d'esclaves, partageant avec les Maures un certain élément de nombre un certain Justement, élément. la Mauritanie est régulièrement épinglée par la communauté, aussi bien en Mauritanie qu'au plan international, et épinglée comme étant un État esclavagiste. Oui. Que peut signifier cette décision du président Ghazouani de nommer un premier ministre du nom de Mohamed Ould Bilal? Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un Hartani, un descendant d'esclaves morts, soit Premier ministre. Déjà en 2003, tout à fait. L'ancien président Taya avait fait la même chose en nommant Saïd Ould Bark, plusieurs fois ministre, plus tard président du Conseil constitutionnel, etc. D'où la question, est-ce une volonté politique réelle de mener une politique qui ne serait pas ségrégationniste en Mauritanie, ou est-ce que c'est juste un saupoudrage politicien? Alors, pour l'instant, d'abord, il faudrait faire le profil du Premier ministre. L'actuel Premier ministre est issu de la région du Trarza, exactement d'ailleurs comme son prédécesseur, Cher Sidia, alors que Razouani est issu du centre-est. Il faut tenir aussi compte des équilibres. C'est assez complexe la Mauritanie. Il faut négocier beaucoup d'équilibres ethniques, tribaux, régionaux, de clans, de castes, etc., etc. Il est issu du sud-ouest, donc la région du Trarza. C'est un ancien haut cadre ayant exercé beaucoup de hautes fonctions. C'est un ancien ministre et son dernier poste occupé a été le conseiller de son prédécesseur. Autrement dit, ce n'est pas un homme neuf. Si, plus ou moins neuf, parce que c'est quelqu'un qui est réputé pour ses compétences techniques, deuxièmement, pour sa très forte personnalité. Il n'a pas sa langue dans sa poche, même si c'est quelqu'un de très réservé, de très poli, qui a de manière très courtoise, exactement comme son patron d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui fait beaucoup plaisir à un certain nombre de Mauritaniens,
c'était quand il a tenu tête à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, quand il avait dirigé la Société nationale de l'électricité. Alors, pour conclure en 10 secondes, est-ce qu'on peut accorder un préjugé favorable au président Ghazouani dans sa volonté politique? Oui, pour l'instant, oui, absolument. Parce que d'autant plus que dans son discours de campagne, il insistait beaucoup sur la volonté de réparer les injustices historiques, notamment en s'adressant plus ou moins à la communauté des Harapines, des descendants des anciens esclaves, mais aussi à la communauté négro-mauritanienne, notamment les Foutanké, les gens du Fouta, etc. En pensant, son discours, il y avait quelque chose qui revenait souvent, réparation des inégalités historiques, réconciliation nationale, unité nationale, etc. Oui, et d'ailleurs, un autre signe qui, plus ou moins, lui permet de dire qu'il bénéficie encore d'un préjugé favorable au sein du Parti des Mauritaniens, c'est que non seulement il nomme un Hassan Ifrémiste, mais il a déjà nommé aujourd'hui le secrétaire général de la présidence, qui est un poste quand même stratégique, est confié à un négro-mauritanien de la communauté Peul. Merci alors. Lemine Salem, vous êtes journaliste mauritanien, vous êtes établi à Dakar et vous êtes spécialiste des groupes djihadistes au niveau du Sahel, la région du Sahel. Merci d'avoir été le diplomate ce dimanche. La suite de la totale dans un instant. Ailleurs à Kolda pour évoquer la journée nationale de l'arbre. Pour l'édition 2020 de ce 9 août, le baobab est roi. En plus d'être symbole et emblème pour le Sénégal, le célèbre arbre très malmené ces dernières années contribue au renforcement de l'assiette alimentaire et à la création de richesses. À Kolda, l'occasion est saisie pour inviter les communautés à s'investir dans la promotion du développement durable, mais également le rétablissement de l'équilibre de la biodiversité pour épargner l'humanité des zoonoses. Les échos de cette journée dédiée au reboisement avec Seydou Diatta. Le baobab, cet arbre majestueux de la famille des bombacacées connu sous le nom scientifique d'Adonsonia digitata est non seulement de par son caractère phylogénétique sacré pour certaines communautés mais demeure emblématique pour le Sénégal. Au niveau de la région de Kolda, comme un peu partout à travers les régions sud du pays, il contribue à la création de richesses et au renforcement de la sécurité alimentaire. La Dansonia digitata, c'est un arbre millénaire retrouvé un peu partout et qui a des usages multiples. D'abord, c'est une espèce aussi qui est utilisée dans l'élevage, c'est-à-dire pour la fabrication des cordages, mais également c'est une espèce dont les feuilles sont donc utilisées par aussi bien les humains que donc les animaux. De par ses fruits, l'arbre apporte donc une valeur ajoutée aux populations rurales, que le fruit a une valeur nutritive vraiment connue par tout le monde, par les scientifiques. Chaque année, en saison sèche, des clients viennent acheter le pain de change. Les revenus tirés de la vente nous aident à régler les besoins pour tout le village. Cette année, cet arbre appartenant à la famille des Malvacées a été choisi comme arbre parrain de la journée dédiée à l'arbre. Le thème de cette année, c'est le reboisement est une stratégie de lutte contre les pandémies. Pour cette année 2020, la Dansonia digitata, le baobab, en raison de ses nombreuses vertus, de sa sacralité pour plusieurs cultures, mais également de ses multiples fonctions dans la vie humaine, a été choisi comme arbre parrain au niveau national. Le reboisement est une stratégie de lutte contre les pandémies. Alors, vous savez, depuis ces années, nous sommes aujourd'hui masqués, c'est à cause donc de la Covid-19. Et c'est une zoonose. Il y a de quoi donc frapper fort, c'est-à-dire reboiser partout dans ce pays pour ramener donc les animaux sauvages dans leur biotope. D'où l'importance du choix de cet arbre, qui sera donc planté un peu partout dans ce pays. Face à l'agression continue des forêts dans la partie sud du pays, la commune de Saribidji a été choisie pour procéder au lancement de la campagne de reboisement. Si vous voyez,
et la carte du département de Kolda, il n'y a que l'arrondissement de Saribidji qui est à la rive droite du fleuve Casamance. Tout le reste du département de Kolda se trouve entre le fleuve Casamance et la Guinée-Bissau. Donc, on est l'arrondissement juxtaposé au Médina Yoro Foulah. Et qui dit Médina Yoro Foulah parle effectivement du trafic du bois vers la Gambie. Nous comptons essentiellement dans nos terroirs du département de Kolda, de la Casamance, je l'ai dit, sur l'agriculture. Et cette agriculture est pluviale. Et cette agriculture, nous savons, ces pluies, elles dépendent pour beaucoup de nos forêts. Et elles sont largement agressées par les exploitations humaines, agricoles, mais aussi par des exploitations frauduleuses. Et nous demandons au Sénégal et aux Koldois de se rapprocher de nos services pour prendre les arbres et les planter. Il y a plusieurs espèces qui sont élevées dans nos pépinières, c'est-à-dire des espèces forestières, typiquement forestières, des espèces fruitières forestières, des espèces donc ornementales, mais également des espèces fruitières. Planter. Ce geste est répété chaque année à la même période. Mais à l'heure de l'évaluation, beaucoup de pertes sont constatées faute de suivi. Il s'agit de tranches de vie au pluriel. La pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée, mais elle a déjà emporté plusieurs hautes personnalités sénégalaises. La semaine du 2 au 9 août 2020 a vu quitter ce bas monde des autorités religieuses, politiques, universitaires, des hommes d'affaires et de médias. Des tranches de vie racontées par Oumar Kane. Dimanche 2 août 2020. Très tôt le matin, nous apprenons le décès du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama, qui était président du conseil d'administration de la Sénégalaise des eaux. Il a assuré de 2014 à 2018 la présidence du secteur privé pour l'éducation. Il a aussi dirigé le collège des directeurs de la Banque régionale de Marché. Le soir de ce même dimanche, le khalife général de Medina Baye, capitale de la confrérie des Niassènes, est rappelé à Dieu à l'hôpital Idrissa Pouye, ex-CTO de Grand Yoff. Le quatrième khalife de Baye Niass, fils de Baye Niass et de Zeyda Maria Magnon, Cheikh Ahmed Ibrahima Niass, était âgé de 88 ans. Cheikh Mohamedoul Mahi lui succédera au califat de Medina Baye. La mort frappera à nouveau la famille Baye Niass de Medina Baye 5 jours après le décès du calife, avec le rappel à Dieu de Cheikh Mokhtar Ibrahima Niass, petit frère du tout nouveau calife, le matin du 7 août. Avant, le Sénégal perdra des suites d'une maladie l'ancien ministre de l'Éducation, le professeur Moustapha Souran, dans la nuit du lundi 3 août à Dakar. Décédé à l'âge de 71 ans, le professeur Souran a occupé les fonctions de ministre de la Justice et celui des Forces armées sous le régime du président Abdoulaye Wade. Juriste de formation, Moustapha Souran a été recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et doyen de la faculté de droit de la dite université. En 2014, il a été nommé par le président de la République Macky Sall, président de la Commission nationale de la réforme foncière. Le lendemain, mardi 4 août 2020, c'est un autre éminent professeur qui sera arraché à notre affection, le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, monument de la médecine et spécialiste en neurologie, décédé à l'âge de 78 ans à l'hôpital principal. C'est à Saint-Louis que le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye a effectué ses études primaires et moyennes secondaires. Il effectue ensuite des études en médecine à l'université de Dakar après son baccalauréat scientifique obtenu au lycée Charles de Gaulle. Il réussit son agrégation en médecine en 1978, devenant ainsi le premier Africain francophone agrégé en neurologie. Dès 1985, il est professeur titulaire de chaire de neurologie à l'UCAD et pendant 12 ans, il sera censeur de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie. Le lendemain, mercredi 5 août, c'est une autre bibliothèque qui brûle. Baye Ndiaga Diop,
reconnu comme étant l'un des plus grands chercheurs sur la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall, va tirer sa révérence. Baye Ndiaga Diop était l'un des conférenciers mourides les plus courtisés par les médias sénégalais. Fervent talibé de Cheikh Ibrahima Fall, Baye Ndiaga Diop décède des suites d'une courte maladie dans une clinique dakaroise. Des morts, encore des morts, l'année 2020 n'a pas encore fini de nous arracher des larmes. Notre exploration de la faune continue et cette semaine, nous vous parlons d'un animal 100% africain. Le phacochère vit une existence paisible dans les savanes du continent. Animal massif par la taille, effrayant à cause de ses défenses, il fait pourtant partie des pacifistes. C'est ce que nous dit Kessendour, reportage. Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Pumba, sans doute le phacochère le plus célèbre du monde. Bon d'accord, dans la réalité, ce porcin sauvage ne chante pas. Néanmoins, ce mammifère 100% africain a d'autres qualités. Facilement reconnaissable à ses longues moustaches, il fait partie de ces animaux que les caïds de la savane redoutent. Lion, guépard auraient pu être choisis comme symbole de paix, de partage et de symbiose. C'est un animal grégaire et sociable qui ne cherche pas à défendre son territoire. Bien au contraire, il partage volontiers ressources alimentaires et terriers avec les autres espèces. Très sensible aux fortes températures des journées africaines, il passe le plus clair de son temps à se rafraîchir vautré dans la boue. Ce qui lui vaut d'ailleurs sa couleur marron. Ses repas, il les prend à l'aube et à la tombée de la nuit. Il plie alors les coudes et grignote les herbes, baies, écorces et racines que son museau si particulier lui permettent de déterrer. Et une fois la nuit venue, il se réfugie dans des terriers, autant pour se protéger des prédateurs que du froid. Vous l'aurez compris, le phacochère n'aime ni les températures élevées, ni les températures basses. Par exemple, pour mettre bas, la femelle, également appelée lait, s'installe dans une galerie empruntée à un pangolin ou à un oryctérope et y installe ses marcassins avant d'en obstruer l'entrée à l'aide de branchages. Une manière de maintenir le terrier à une température comprise entre 25 et 30 degrés. Aussi, les 4 à 7 petits qui naissent à chaque portée passent 4 mois dans la moiteur de ces antres avant de rejoindre le monde et de suivre leur mère à l'extérieur. En d'autres termes... Bonsoir Kessendour. Bonsoir Mamoudou. Ce dimanche, le phacochère, sa grosse tête rectangulaire et allongée, son large nez, ses défenses, on a du mal à croire qu'il soit herbivore et inoffensif. Expliquez-nous. Et pourtant, justement, c'est son physique un petit peu particulier et très disgracieux qui lui permet d'aller chercher, d'aller fouisser, vu que c'est un animal fouisseur, dans la terre pour y chercher sa nourriture. Donc on l'a vu dans le reportage, des plantes, des herbes, tout ce qui se trouve un petit peu dans le sol. Mais par contre, c'est vrai, le titre de ce reportage était le phacochère, un cochon d'Afrique, parce que tout comme le cochon, son régime alimentaire au départ est herbivore, mais il peut l'adapter et devenir omnivore si la situation le nécessite. Autrement dit, il peut manger aussi bien des œufs que des petits animaux si jamais il ne trouve pas suffisamment d'herbe dans son habitat. Et c'est ce nez si large, si disgracieux et ces deux défenses qui sont en réalité des dents qui lui permettent de fouiller le sol et de remuer la terre à la recherche du coup de sa nourriture. Donc c'est peut-être disgracieux, mais en tout cas c'est ça lui est très très utile. Et pourquoi mange-t-il dans cette position ? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, on peut faire la comparaison avec le cochon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du reportage que j'avais tourné il y a quelques semaines, je vous expliquais que le cochon, l'anatomie du cochon ne lui permettait pas de lever la tête. Eh bien, pour le phacochère, c'est tout l'inverse. Son anatomie et sa morphologie au niveau du cou ne lui permettent pas
de la descendre. Par conséquent, pour aller chercher la nourriture au sol, il est obligé de rapprocher son groin, son museau, sa bouche de la terre. Et pour cela, il plie les coudes. Nous, on nous dit de ne pas mettre les coudes sur la table, de ne pas mettre les mains au sol lorsque l'on mange. Lui, c'est tout l'inverse. Il a tout simplement besoin de poser ses coudes pour aller chercher la nourriture. Il ne peut pas plier la tête. Il n'est pas offensif, il n'est pas méchant. Vous l'avez touché? Non, je ne l'ai pas approché tout simplement parce qu'en fait, c'est relativement peureux. Ça aime la compagnie, c'est pas un animal qui est agressif du tout, il aime la compagnie des hommes, mais c'est vrai qu'il ne me connaît pas, il ne nous connaît pas. Lorsqu'on s'est rendu à Bandia, certaines des images viennent du parc de Bandia, ils ont tendance à fuir au bruit des véhicules. Et encore une fois, je ne suis pas sûre, moi je suis l'amie des animaux, mais je ne suis pas sûre que les animaux soient tous mes amis. En tout cas, ça mériterait que je passe plus de temps avec eux pour pouvoir les approcher au point de les toucher. En revanche, ça n'a absolument pas un comportement agressif comme peut l'avoir le rhinocéros, qui pourtant lui aussi a des défenses, lui aussi est herbivore, mais a tendance à charger. On s'en était rendu compte lors de notre tournage, on avait été obligé de remonter dans le véhicule. Les phacochères, eux, sont plutôt curieux, mais ils préfèrent nous regarder à distance. Je suis sûr que tu arriveras à les dompter, tes amis les animaux. Avec plaisir. Et la semaine prochaine? La chèvre. Très bien. La chèvre de Monsieur Seguin. On a déjà fait ça va crier, hein? Oui. La chèvre. Mais c'est mignon, et il faut savoir une chose, c'est que ça se dresse comme un chien. La chèvre est un animal extrêmement intelligent. Donc je vais aller voir si je peux me faire amie avec une ou deux chèvres et qu'elles me parlent un petit peu de leur environnement, de ce qu'elles vivent au quotidien. Très bien. Elles qui ont échappé à la tabaski. La semaine prochaine alors, la chèvre. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci Kessendour, c'est la fin de cette Total Dimanche. Réalisation Masmboup pour la technique et Oumar Khan pour la rédaction. Merci à toutes les équipes d'avoir participé à la réalisation de ce magazine. Là, à 21h, Gamgamle avec Elhaj Gandiagne sur la gestion des déchets après la Tabaski, sujet très très intéressant. Et puis à 22h, Omnisport, ce sera le tour de l'équipe de Malik Thiandoum, une façon de chauffer la place. Hein. À Tok Tok Sénégal, votre matinale à 6h30, Boubacar Diallo arrivera avec Kessen et tous les autres et toutes les autres également. Et puis, plus tard dans la journée, vous le savez, nos différents rendez-vous d'information jusqu'à la Total bloc d'infos à partir de 18h30 avec Khalifa Diakhaté. 6h30, n'oubliez pas, c'est la passation de témoins entre Boubacar Diallo et Aïssata Ndiaye qui vous tiendra compagnie à 5h45 déjà sur votre radio Vision. Ce n'est pas seulement une radio, mais une radio Vision qui s'appelle e-radio. Merci, bonsoir et excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain.